Chères auditrices et chers auditeurs, dans cet épisode de la Zone Fantastique, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir Time Crimes, le premier film de l'espagnol Nacho Vigalondo, sorti en salle en 2007. Un film qui s'était fait remarquer à l'époque dans les festivals grâce à son concept de voyage dans le temps aussi malin qu'inquiétant. On peut même parler de récit de boucle temporelle puisqu'on va revoir les mêmes événements, la même période temporelle avec un regard nouveau. Mais pour ma part, je trouve qu'il est également intéressant d'aborder le film avec la grille de lecture d'un amateur de fantastique, de contes surnaturels, en prenant en compte toute la dimension symbolique. Y a quelqu'un là? Qui êtes-vous? Eh ben en fait voilà. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? C'est une propriété privée. Où est-ce que vous avez eu ce talkie-walkie? Attendez, j'ai besoin d'aide, je suis poursuivi par un homme et il veut me tuer. J'ai escaladé la clôture et je suis entré. Comment ça, vous avez escaladé la clôture? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Ce type m'a blessé au bras, bordel. J'ai couru jusqu'ici et... Oui, j'ai vu que la porte était fermée, mais... C'est quoi ça? Alors Time Crimes, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien c'est l'histoire d'Hector, qui est en train d'emménager dans sa maison en pleine campagne avec sa femme Clara, et qui observe les bois environnants grâce à une paire de jumelles quand une étrange apparition surgit dans son champ de vision, celle d'une jeune femme dénudée juste derrière les arbres délimitant sa propriété. En voulant s'approcher de la mystérieuse inconnue, Hector va déclencher une suite de péripéties où chaque nouvelle action doit rattraper la précédente mais ne fait qu'aggraver inexorablement les choses pour nous donner l'impression globale d'un cauchemar en forme de boucle. Si on s'en tient à ce résumé, alors Hector apparaît avant tout comme une victime de sa maladresse, de sa malchance envers les objets, les machines, la technologie en général. Et d'ailleurs, il n'est pas à l'initiative de l'invention d'une machine à voyager dans le temps. Cette responsabilité incombe à son voisin, qu'on aurait vite fait de considérer comme le savant fou de service, bien utile à ce type de récit. Alors on peut bien entendu en rester à ce niveau de lecture, où le pauvre Hector est la victime d'un savant fou, et par extension d'un scénariste sadique, et apprécier Time Crimes en se demandant jusqu'où les emmerdes peuvent emmener une sorte de monsieur tout-le-monde, pas toujours très malin dans ses décisions. Mais peut-être faut-il envisager une dimension psychologique plus présente et plus active sur le déroulement du récit, et se demander si ce qui arrive à Hector n'est pas davantage en lien avec ses désirs conscients et inconscients, ce qui nous amènerait à penser que les événements, même s'ils le dépassent bien souvent, ne sont pas totalement indépendants de sa volonté. Vous avez voyagé dans le temps. Hé! Vous allez où? Je rentre chez moi, il faut que j'appelle la police. Non, attendez, écoutez-moi! Ne me touche pas! Bon sang, vous voyez pas que vous pouvez pas rentrer chez vous? Quoi? Vous êtes déjà chez vous, regardez vous-même. Reprenons dans l'ordre des événements qui nous sont présentés. La première scène nous présente Hector revenant d'un magasin de meubles de type Ikea et se garant devant sa maison. Il constate que le coffre de sa voiture s'est ouvert et que ses achats se sont répandus dans l'allée de gravier. Première manifestation de malchance du protagoniste, à qui la commande électronique du coffre aura fait défaut. Oui, sans doute. Mais on peut également voir dans la même image la matérialisation des tracas occupant l'esprit d'Hector, ces meubles qu'il devra ensuite monter, cette table basse que sa femme a réclamée, l'investissement financier, physique et affectif qu'implique cette nouvelle maison. Justement, après sa matinée chez Ikea, Hector a besoin de se reposer, car le magasin, les commerces, l'aire urbaine semblent loin de ce coin de campagne. D'ailleurs, on ne sait pas où travaille Hector, on ne le voit pas interagir avec des collègues de travail, des amis, de la famille. Cette nouvelle maison, c'est peut-être carrément une nouvelle vie, isolée du monde, en circuit clos avec Clara. Quelque chose travaille l'esprit d'Hector, il n'arrive pas à se reposer au milieu des cartons et des rouleaux de papier peint. Et plus tard, en franchissant la limite de sa propriété, en s'enfonçant dans la forêt, il quitte peut-être un quotidien pas si confortable que ça pour s'aventurer dans un autre monde, une autre vie possible, dans laquelle la belle inconnue au sein nu l'appellerait, comme le lapin blanc intrigue la rêveuse Alice. La belle inconnue ne représente pas seulement la tentation de l'infidélité, elle est plus largement vectrice d'un mystère sauvage né dans ce sous-bois, cette nature pourtant proche, voisine de la maison, mais qui apparaît dès que Hector franchit le seuil du fantastique comme poétique et inquiétante à la fois. Mais qu'est-ce que je suis censé faire moi maintenant? Pourquoi? Et d'abord comment vous êtes entré dans la machine? Comment je suis entré dans la machine? En fait, j'étais chez moi, dans le jardin, et j'ai aperçu... Non, ne me dites rien. J'ai pas besoin de connaître les détails. Donc vous êtes monté au silo et vous m'avez rencontré. Et je vous ai demandé d'entrer dans la cuve, non? Oui, mais c'est parce que c'est vous Très qui... bien. Alors si c'est ça, le problème est résolu. Le protagoniste, qui quelques minutes plus tôt avait sorti ses jumelles pour tenter d'espionner le curieux laboratoire de son voisin, paye ainsi son voyeurisme en quittant la place passive d'observateur pour entrer dans le décor observé et arriver justement au laboratoire où l'attend la machine à voyager dans le temps.
Je vous préviens que le reste de ce podcast va divulgacher l'intrigue de Time Crimes. Le voyage permet au voyageur d'expérimenter 2 autres versions de lui-même, Hector 2 et Hector 3. Hector 2 enrage de se retrouver dans l'espace temporel de Hector numéro 1. Caché dans les bois, il jalouse certainement son double, son aîné, quant à sa confortable position de voyeur, installé dans un transat dans son jardin paisible. Mais peut-être est-il mu par une pulsion destructrice, plus forte encore que la jalousie. Vêtu d'un long manteau noir de boogeyman et le visage enfoui sous des bandages imprégnés de sang, Hector 2 se distingue totalement d'Hector. Il ne peut en garder le visage, les repères humains, quand il agresse son double et quand il ordonne à la jeune femme de se déshabiller. Agit-il avec violence et perversité parce que le cours des événements l'y oblige, ou bien libère-t-il des pulsions réprimées jusqu'alors ? Quand il en vient à s'introduire dans la maison d'Hector et Clara, et à provoquer la mort de cette dernière, on en vient à se demander si le voyageur temporel n'a pas laissé Hector 2 s'évader de son subconscient pour détruire son couple, sa vie, pour renier une part de ce qu'il était jusqu'alors, un homme au quotidien tranquille, voire ennuyeux. Une pulsion destructrice qui lui fait peut-être croire que plutôt que de subir sa maladresse et ses erreurs, il serait un homme accompli en osant provoquer le pire, en assumant le chaos et la violence. Tournez la tête à droite. Dans la main droite. Maintenant, baissez un peu la tête. Un peu plus. Non, 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 ne me regardez pas. Maintenant, mordillez votre pouce droit. Lentement. Comme si vous réfléchissiez. Mais c'est sans compter sur Hector 3, qui a à cœur de réparer les actes néfastes de Hector 2 dans une nouvelle boucle où la vie d'Hector et Clara aurait une chance de ne pas être totalement détruite. Si on croyait Clara tuée par Hector 2 dans la précédente boucle, il s'avérera en fin de compte que le cadavre est celui de la jeune inconnue, placée sur le chemin d'Hector 2 par Hector 3, qui, par cet acte terrible, sauve non seulement la vie de sa femme, mais élimine du même coup la tentation d'une autre vie, d'une autre réalité. Si à contrario d'Hector 2, Hector 3 a retrouvé un visage humain, il s'agit cependant du visage d'Hector, déformé par des fractures, des contusions, par son voyage existentiel, défiguré par les événements qui font peser sur sa conscience le poids d'une culpabilité, la mort pas tout à fait accidentelle d'une jeune femme. Une culpabilité qui sert en quelque sorte de contrepartie pour retrouver sa vie où il l'a laissée et mieux comprendre ce qui l'a poussé à choisir cette vie, en ayant à présent sur la conscience vers quelle zone dangereuse pourrait l'amener d'autres réalités possibles, d'autres versions de lui-même, en embuscade, à quelques pas de son jardin, à quelques minutes perdues dans une journée, presque à portée des limites de l'esprit humain finalement. Chut, écoutez. Ce type, c'est un dingue. Il vous a vu de loin et il est devenu fou. Vous devez vous cacher. Vous devez lui échapper. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!